Eh bien, on va tout simplement commencer par l'un de mes plus gros coups de cœur du salon Millésime Bio, avec ce Côtes-du-Rhône 2014 du domaine de Crèvecoeur, qui est tenu par Pablo Hecht, qui est situé dans le village de Séguret, donc dans le Vaucluse, pas très loin d'Avignon, et au pied des dentelles de Montmirail. Et alors, les vins de Pablo, en toute honnêteté, quand j'ai goûté, j'ai vraiment pris une gifle. Le domaine de Crèvecoeur, c'est donc une toute petite propriété de seulement 8,5 hectares qui est menée tout en bio depuis le début. Je crois de souvenir que Pablo a fondé le domaine en 2010. À la base, Pablo, c'est un enfant du pays. Il avait commencé par faire des études en chimie, si je me souviens bien, et s'est très rapidement réorienté vers un DNO, donc un diplôme national d'énologue. Et il a pu reprendre des vignes d'un père de son ami, et c'est comme ça qu'il a fondé le domaine de Crèvecoeur dans la vallée du Rhône Sud, pas très loin d'appellations très prestigieuses comme Vaqueras, Gigondas, Châteauneuf-du-Pape. Et ce que je vais dire n'engage que moi, mais ce Côtes-du-Rhône 2014, que je vous sors au tarif de 12 €. Pour un Côtes-du-Rhône, je sais que certains peuvent trouver que ça fait cher, mais en toute honnêteté, à l'aveugle, je suis convaincu que ça met une pilule, un paquet de vin du coin, que ça soit en Baume de Venise, en Vaqueras ou même en Gigondas. Voilà, ça n'engage que moi. Ce qu'il faut savoir au niveau du domaine de Crèvecoeur, et c'est quelque chose, vous verrez, qui reviendra pas mal au niveau des descriptions des vins que je vais vous faire, c'est que Pablo est un adepte de la grappe entière. Ce qui signifie, pour faire très simple, que lorsqu'il fait les vendanges, il va pas enlever la rafle, la tige du raisin, pour vulgariser à l'extrême. Il va donc vinifier en gardant la rafle du raisin, et souvent ça va apporter un côté poivre gris végétal noble. Et autant pour certains vins plus au nord, je trouve que des fois ça peut amener à un côté trop herbacé, là avec un terroir aussi solaire, puisque comme je vous dis, on est dans le Vaucluse, au pied des dentelles de Montmirail, donc autant vous dire que l'été ça cogne, et ça va apporter une fraîcheur hyper bienvenue. Ce Côtes-du-Rhône 2024, c'est donc un 100% Grenache, qui pour moi est peut-être mon cépage préféré. C'est vinifié en grappe entière avec très peu de foulage, ce qui va créer un côté un peu semi-carbonique qui va exacerber le côté hyper fruité de ce vin. Et d'ailleurs, au niveau du nez, ce que j'ai vraiment ressenti au début, c'est un bouquet hyper fruité qui s'ouvrira notamment sur le côté fraise des bois, ainsi que la framboise mûre. Mais vous retrouverez aussi la garrigue, vin sudiste oblige, le côté poivre gris dont je vous parlais, ce côté végétal noble, ainsi que des notes de caramel, mais le caramel qui verse jamais dans le côté trop putassier. Voilà, désolé pour la vulgarité, mais je trouve que des fois les grenaches peuvent exprimer un côté caramel un peu trop facile. Là, je trouve que c'est parfaitement intégré au reste de la cuvée. En bouche, vous verrez, c'est une matière qui est tout sur la rondeur et le côté velouté, mais du fait de ce végétal noble, vous verrez, ça apporte beaucoup de fraîcheur à l'ensemble, avec un espèce de côté mentholé en bouche qui est hyper intéressant. Ça a 14 degrés d'alcool et pourtant c'est tellement bien intégré avec cette fraîcheur mentholée que ça ne se ressent pas en termes de dégustation, ça garde un super équilibre. Et ouais, en toute honnêteté, comme quoi quand on a des raisins bio et un super matériel végétal, on est capable de sortir des Côtes-du-Rhône qui mettent la misère à un paquet de vins du coin. Et comme je vous dis, ça peut paraître un peu haut pour un Côtes-du-Rhône, mais alors par rapport à la qualité du vin, pour moi c'est une énorme plus-value. Et comme le disait si bien Pablo, et j'adore cette punchline, quand la bouteille est finie, c'est un véritable crève-cœur. Toujours au domaine de Crèvecoeur et toujours en rouge, je vous présente l'une de ces cuvées parcellaires qui est donc le Village Séguret 2023, donc un millésime d'écart. Et pour le coup, c'est quand même assez différent du Côtes-du-Rhône 100% Grenache que je vous ai présenté juste avant, qui était en 2024, puisque là, sur ce Village Séguret 2023, il y a toujours 60% de Grenache, mais on a 30% de Mourvèdre, qui est un cépage originaire d'Espagne et que j'adore parce que ça donne une espèce de capacité de garde et une matière épicée au vin, et 10% de Syrah. Et là, pour moi, on est clairement sur un vin de garde. À mon humble sens, ça doit s'ouvrir au moins 8 ans après la date de vendange, donc 2031, même si pour l'avoir goûté, à l'instant T, ça goûte déjà franchement très bien. On est toujours sur une grappe entière, et en termes de dégustation, là, on est beaucoup plus sur les fruits noirs, notamment avec la mûre, mais on retrouvera aussi des notes d'olive noire que j'ai trouvé, franchement, qui étaient très marquées, ainsi que le muscle, le côté animal, et bien évidemment, grappe entière oblige, le côté poivré, poivre gris. En bouche, c'est tout sur la structure et avec une superbe droiture et avec des tanins, mais d'une telle pureté. L'acidité est pleine de tension et elle est accompagnée justement par le côté mentholé végétal noble qui apporte là encore énormément de fraîcheur à l'ensemble. C'est vendu 15,50 et honnêtement, pour un grand vin de garde de la vallée du Rhône Sud, pareil là, en termes de rapport prix-plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, toujours au domaine de Crèvecoeur, j'ai décidé de prendre un peu de blanc, avec sa cuvée Village Séguret blanc millésimé 2024. Au nez, vous verrez, c'est très sudiste dans l'âme. Par là, j'entends quelque chose de très flatteur, mais de profond quand même au niveau du nez.
avec notamment des notes d'abricot de citronnelle, limite, vous savez, la tisane à la citronnelle, d'herbes méditerranéennes et, bien évidemment, de poivre gris. Au palais, là encore, on est dans le sud, donc il faut plutôt vous attendre à un vin qui aura une matière tendre et suave. Par contre, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est que vous verrez, il y a vraiment une finale épicée qui est portée par d'interminables notes de citron et de gingembre, mais Et ce petit fouet en finale épicée, eh ben, je trouve que ça viendra tendre l'ensemble et lui donner justement cette tension bienvenue. C'est clairement pas un vin sur l'acidité, c'est le sud, mais comme on a cette finale de gingembre je vous dis, ça vient donner ce peps et ce coup de fouet nécessaire. Par contre, si comme moi, vous préférez les blancs un peu plus sur l'acidité, eh bien n'hésitez pas à le servir un peu frais, autour de 10 degrés, afin peut-être d'avoir un peu plus cet équilibre. Et toujours dans mes énormes coups de cœur, je vous présente le domaine Reniteo, qui est situé en côte rouennaise. Et clairement, comme je mettais dans la fiche dégustation, cette cuvée Liger Le Fleuve 2023, c'est top 3 de mes plus gros coups de cœur de l'année, et si je devais le classer, ça serait clairement pas troisième. On est en côte rouennaise, c'est la première fois que je vous présente un vin issu de ce domaine. C'est donc une propriété qui fait aujourd'hui, je crois, un peu moins de 10 hectares, qui est tenue par David Michelis et sa compagne Clotilde. Et ça a été fondé en 2021, et quasiment dès le début, ils ont gagné le concours Vigneron et Terroir d'Avenir, qui est un concours que j'adore, puisqu'il a notamment révélé un certain Frédéric Bern, le domaine en Pélus, avec lesquels je travaille déjà. Et j'adore ce concours parce que c'est le concours de tous les nouveaux domaines qui sont en train de se monter et qui essayent de valoriser leur terroir et de faire changer les choses. Et pour moi, de mon humble petit point de vue, dans 10 ans, David, ça sera le nouveau pape de la côte rouennaise. Le domaine Reniteo, ça sera le domaine que tout le monde s'arrachera. Ça n'engage que moi, c'est ma tech, mais franchement, je suis prêt à signer, on en reparle dans 10 ans. Pourquoi est-ce que je suis aussi serein sur cette affirmation un peu prétentieuse? On ne va pas se mentir. Bah parce que j'ai eu la chance d'aller visiter le domaine. David et Clotilde m'ont accueilli le temps de 2 heures, ils m'ont fait faire tout le tour. Et quand je vois la réflexion agronomique qu'il y a derrière, quand je vois les réflexions qu'il y a sur le matériel végétal, les élevages, ils peuvent que tutoyer les sommets. Pour vous donner un exemple très simple, il n'y a pas longtemps, il a replanté des petites syrahs, des serines, comme on les appelle en vallée du Rhône, puisque David a un peu travaillé là-bas. Et bah, il allait récupérer par sélection massale, c'est-à-dire qu'il a récupéré des vignes historiques qui existaient déjà en Ermitage, pour ensuite les replanter sur ces sols de granit qui étaient similaires. En termes d'élevage, il a réussi à se faire quelques tonneaux par le tonnelier qui fait les tonneaux du Clos Rougeard en vallée de la Loire. Bref, je pourrais encore vous en parler pendant des minutes et des minutes, mais retenez juste que David est un orfèvre et un espèce de jusqu'au boutiste du vin, et il va aller super haut. Et pourtant, cette cuvée Liger Le Fleuve, à la base, je n'en ai pris que 90 bouteilles. Et là, vous vous dites, mais pourquoi donc, mon bon Loïc Geoffrey de Vinstache, après tout le speech que tu nous as fait? Pourquoi? Eh bah parce que c'est un 100% Gamay Saint-Romain. Le Gamay Saint-Romain étant un peu la variété autochtone de la côte rouennaise. Quand vous avez entendu Gamay, il y a de grandes chances que vous ayez pensé forcément au Beaujolais. Et quand vous pensez au Beaujolais, vous pensez à des superbes vins qui s'exprimeront plutôt sur le côté fruité. Ici, si je devais vous décrire le bouquet, je vous dirais que les grands arômes qui prédominent sont la gouache, la mine de crayon, le graphite ou encore le goudron. Bref, en général, on aura plutôt tendance à vous parler d'un bouquet épicé. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, en termes de bouquet, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut retrouver dans le Beaujolais. Ça fait qu'il y a un côté vraiment vin de connaisseur. Moi, à titre personnel, quand je me suis ramené sur Salon et que j'ai mis le nez de là-dedans, j'étais absolument bluffé. Mais voilà, il faut vraiment s'attendre à un vin plutôt de gastronomie et où c'est structuré, notamment en termes de bouche. Vraiment, ne serait-ce qu'en termes de tanins, ils sont soyeux, mais ils sont bien présents. Avec une matière finement dense, mais jamais trop corsée, avec un côté un peu funambuliste, et une finale juteuse et aérienne, portée par des superbes notes de poivre blanc. David a toujours revendiqué une identité ligérienne, donc du vignoble de Loire, et ça se ressent en termes de vin. Bref, comme je vous dis, pour moi, ça a été l'une de mes plus grosses claques depuis un long moment sur Salon, mais voilà, si typiquement vous vous disiez « Ah bah, ce soir, je fais un petit apéritif avec les copains, on a une planche de charcuterie, je vais envoyer ce genre de Gamay avec. » Non, franchement, non. C'est un vrai vin de gastronomie qui a besoin d'être accompagné. J'en ai pris assez peu de stock pour commencer, parce que c'est la première fois que je présente ce genre de vin et première fois que je présente un vin de la côte rouennaise. Par contre, si ça fonctionne très bien, il y aura du réassort. Pendant que j'y suis, j'ai aussi fait rentrer 36 bouteilles de sa grande cuvée, la cuvée parcellaire qui s'appelle la Part des Lyonnes, pardon. Et je vous laisse vous reporter à la fiche technique parce que j'en ai vraiment pris très peu de
bouteille. Allez, on part ensuite à Bordeaux et plus précisément dans l'appellation Lalande de Pomerol au château Apogée que je vous présente sur le millésime 2019. Et alors ça, en termes de rapport prix-plaisir, attention, un Lalande de Pomerol parfaitement en place sur un excellent millésime, un très grand millésime même, 14,95. Alors le château Apogée, en toute honnêteté, j'aurais un peu du mal à vraiment vous en parler parce que en fait ça m'a été présenté par Mathieu Verhagueux, qui est le vigneron qui vinifie la Forge Céleste que je vous avais déjà présenté l'année dernière et ça avait été un véritable banger en termes de vente. Et la dernière fois sur Wine Paris, je lui ai dit dis-moi, je cherche un Bordeaux sympa pour le printemps en début d'été, est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller? Il a ramené plusieurs vins, il m'a fait déguster ça, j'ai goûté et quand il m'a annoncé le tarif, je me suis dit attends, tu vas dire que je peux sortir un Lalande de Pomerol 2019 à moins de 15 balles? Ah bah je vais t'en prendre quelques bouteilles, ouais. Lalande de Pomerol, c'est donc une appellation qui est dans le prolongement de la mythique appellation Pomerol. Alors Pomerol, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler pas mal l'année dernière, notamment parce qu'il y a un certain Pétrus dont vous avez peut-être entendu parler sur cette chaîne. Sauf qu'aujourd'hui, trouver des Pomerol d'artisans vignerons, c'est quand même assez compliqué, c'est rapidement autour des 45-50 balles. Alors que dans le prolongement de Pomerol, il y a une super appellation satellite avec des terroirs assez proches de la partie nord-ouest de Pomerol, qui donne naissance à de super merlots. Et le château Apogée 2019 s'inscrit typiquement là-dedans, puisque on est là encore sur un 100% merlot. Et si je devais vous le décrire, je vous dirais que pour moi, c'est vraiment l'archétype de ce que doit être un grand vin de la région de Pomerol sur un grand millésime. Par là, j'entends un vin qui s'ouvrira sur des notes de fraise des bois plus, de poudre de cacao, de vanille bourbon, de cerise noire ou encore de crème de mûre. Clairement, on est à Bordeaux. Au palais, vous découvrirez des tanins satinés et parfaitement fondus à une matière soyeuse, d'un bel éclat et d'une belle astringence. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce vin aussi, c'est sa finale aérienne et pleine de tension. Et comme je vous disais, c'est l'archétype même d'un Lalande de Pomerol 2019, mais c'est jamais non plus cliché. Ça garde de la vivacité, ça garde du fruit, mais en même temps, c'est déjà superbement en place. Et ouais, à ce tarif-là, qu'est-ce que vous voulez de plus? On part ensuite en Loire, au domaine de Haute-Perche, où je vous présente leur Anjou Blanc 2024, ou plutôt, je vous représente le domaine de Haute-Perche, parce que l'année dernière, ça avait été l'un de mes plus gros coups de cœur en Loire. Les vins avaient cartonné. Je suis retourné voir Anne-Laure Desmaries, qui est la régisseuse du domaine. J'ai regoûté ses vins sur salon, et je me suis dit, putain, c'est déjà le 3e millésime que je goûte chez toi, et année après année, tes vins ne font que progresser en termes d'éclat, de tension. Et franchement, le rapport prix-plaisir, là, c'est 12,50. Et franchement, on est sur la partie de l'Anjou Noir, pas très loin d'Angers. Et ce 100% chenin, pour moi, à l'aveugle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient plus que c'est un vin autour de la vingtaine d'euros. Le domaine de Haute-Perche, c'est donc, comme je vous le disais juste avant, une propriété de l'Anjou Noir qui est menée tout en bio. Et cette cuvée, dès le début, j'ai vraiment été charmé par ses notes de citron plus, d'agrumes ou même encore de pommes mûres. Mais vous verrez, avec un peu d'ouverture, il partira vraiment sur les fruits jaunes, le blé doré et même un côté un peu céréales finement toasté. Au palais, c'est un chenin, mais alors qui est vraiment marqué par un côté assez crayeux et la tension de son terroir. C'est d'ailleurs à mon humble sens un peu la marque du domaine, mais vraiment c'est la tension, la minéralité, c'est hyper salivant en bouche, avec un fruité abondant et porté par une matière ronde et d'un certain volume. Franchement, un chenin de ce niveau à 12,50, c'est du vol. Je vous présente aussi très rapidement le Petit Gris de mes amis millésimé 2024, toujours au domaine de Haute-Perche, qui est un 100% gros lot gris. J'en avais pris seulement 90 bouteilles au moment où je tourne, il en reste même pas 40, donc je vais faire très rapide. Ça, si vous avez déjà goûté des aligotés de Bourgogne, je trouve que c'est assez similaire dans l'esprit. C'est-à-dire un vin blanc qui sera un peu plus dominé par les amers, mais avec des notes très florales et des notes un peu de poire amère. Fleurs et notamment un côté lilas. Et ouais, comme je vous dis, si vous avez déjà goûté les Bourgognes aligotés, il y a un peu de ça dans l'esprit. C'est un super petit canon plaisir entre copains pour l'apéritif. On fait quelques kilomètres, même plutôt un sacré paquet de centaines de kilomètres, pour descendre plus au sud au domaine Torre-des-Mers-Mangin. Donc ils sont situés dans le Roussillon, dans la partie de la Catalogne française. Et ils sont plus précisément situés sur le terroir de Vingros, qui est l'un des terroirs les plus réputés, puisque abritant d'autres domaines de grand renom comme le Clos des Fées ou le domaine de l'Èdre. Ça avait été l'année dernière l'une de mes plus grosses révélations sur mes millésimes bio. Je vous avais présenté la cuvée Sinopia 22, là c'est la Sinopia 23. Et domaine Torre-des-Mers-Mangin, c'est une propriété, si je me souviens bien, d'une 40aine d'hectares qui est menée tout en bio. Et ouais, grosse révélation, je suis un fan inconditionnel des vins du domaine.
La cuvée Sinopia, c'est un 100% grenache de macération courte, mais comme on est sur des terroirs qui ont quand même connu pas mal le stress hydrique, attendez-vous à des vins quand même avec une certaine structure, malgré un grenache de macération courte, puisqu'on retrouvera par exemple dedans des notes très animales, musc, du fruit noir, de la mûre, de la fraise des bois plus, ou même encore un côté un peu ronce. En bouche, c'est du velours, avec des tanins soyeux et parfaitement fondus, mais en même temps avec une bouche qui gardera beaucoup de souplesse. C'est finement structuré avec beaucoup de droiture, mais justement ce côté juteux. Et si je concède que sur le millésime 2022, il y avait un alcool qui était quand même assez marqué, qui était à 15,5, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai conseillé dans une ancienne vidéo de le servir assez frais. Là, on est seulement sur du 13,5 degrés, et du coup, la cuvée est bien plus équilibrée, et je trouve que c'est vraiment un super millésime de cette cuvée Sinopia. Et pareil, ça sort à 14,50 en termes de rapport prix-plaisir, c'est exceptionnel. J'avais aussi initialement pris quelques bouteilles de leur cuvée un peu plus haut de gamme, Papillon Blanc, Papillon Rouge et Orage. Orage qui est un vin orange, vin de macération, qui était notamment rentré au restaurant Abac à Barcelone, restaurant 3 étoiles Michelin. J'en avais pris 30 bouteilles, tout a déjà été vendu, j'en ai recommandé un peu de stock. Mais pareil, je pense pas que ça durera très longtemps, donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous laisse vous reporter aux différentes fiches techniques. Toujours dans le sud, mais un peu plus au nord, on part vers le Mont Ventoux. Je pense que si vous êtes un amateur de cyclisme, vous connaissez. Au domaine Hélène Bleuzen, où je vous présente sa cuvée Le Clos 2022 en appellation Ventoux. Ce qu'il faut savoir au niveau d'Hélène, c'est qu'à la base, c'était une Parisienne qui a pas mal bourlingué, comme on dit, puisqu'après avoir fait, elle aussi, un diplôme d'énologue, elle a vinifié à Chablis, à Saint-Émilion, en Provence, et même en Afrique du Sud, si je me souviens bien. Et après avoir pas mal baroudé, elle a décidé de s'installer justement dans la région du Ventoux. Quasiment dès ses débuts, elle a réussi à gagner le concours Vignerons et terroirs d'avenir, dont je vous parlais déjà pour le domaine Rénitéo, ainsi que Frédéric Berne, domaine en Pélus. Elle a notamment pas mal de vieilles vignes et des vieilles vignes en altitude, ce qui correspond pour la région autour de 400 mètres, ce qui fait que avec le réchauffement climatique, ça va être un véritable atout pour le futur, et ce qui fait que ça reste des vins qui gardent justement de l'équilibre, de la fraîcheur et un côté très juteux. Son vignoble, pour faire simple, est réparti, si je me souviens bien, sur 3 collines avec chacun des terroirs assez différents. Et pour le clos, on est sur des argiles sableux. À partir d'une base de vieilles vignes, notamment, elle va justement donner naissance à une cuvée Le Clos qui est vraiment avec ce côté juteux. Ainsi, au nez, vous découvrirez un bouquet profond marqué par la cerise noire, le menthol, le cuir de céleri ou encore l'olive noire. Au palais, les tanins sont polis et enveloppants, ça garde énormément de fraîcheur malgré un été caniculaire et 14,5 degrés d'alcool, mais c'est superbement bien intégré à une matière soyeuse et déjà parfaitement en place. Franchement, à l'instant T, ça goûte déjà très bien. Ce n'est jamais trop lourd ou alcooleux, ça a une finale tout sur le velours et la gourmandise. J'ai aussi pris 36 bouteilles de sa cuvée Le Devant, je sais pas comment ça se prononce, mais comme là encore, je n'en ai pris que de très petites quantités, je vous laisse vous reporter à la fiche technique présente sur le site. Toujours en Rhône, mais plus en Rhône Sud, en Rhône Nord, on part chez Brienne Deleu, vigneron que je vous ai présenté peut-être 4-5 fois, qui est mon chouchou de la vallée du Rhône Nord, avec sa cuvée Coquet 2023, qui est un 100% Viognier. Son 100% Viognier, c'est un IGP colline rhodanienne avec pas mal de vignes qui sont issues d'un plateau assez haut en Ardèche. Et c'est pas un mal, parce que Brian et moi, on a tous les deux un peu la même vision sur le Viognier, c'est-à-dire que c'est un cépage qui est très charmeur, mais qui peut rapidement être dans le trop. Et ce qu'il aime, Brian, avec ses Viogniers, c'est essayer de garder de la fraîcheur, et ça correspond totalement à ma philosophie, et je le répète tout le temps un peu à l'envi, mais pour moi, en dehors du secteur de Condrieu, c'est tout simplement le plus grand Viognier que je n'ai jamais dégusté. Avec notamment un nez qui est dominé par la pêche jaune, par l'abricot sec, la noisette grillée, ainsi que des notes un peu de maïs doré limite popcorn. Au palais, Viognier oblige, ça a un certain gras et de l'opulence, mais ça garde beaucoup de fraîcheur et même de l'acidité pourvu du Viognier. Je sais, ça peut paraître un peu fou, mais il y a quand même un peu d'acidité dedans, du fait de ces vignes de haute altitude. On monte plus au nord pour partir ensuite dans la Bourgogne, dans l'appellation Vire-et-Clessé, avec le domaine des Gandines, avec la cuvée Terroir de Clessé millésimée 2023. Et le domaine des Gandines, pour moi, c'est une grande histoire d'amour, puisque je présentais déjà leur vin sur la Vinstache boîte, qui était liée au cépage sorcier consacré au chardonnay. Ça fait donc un moment qu'on bosse ensemble.
Pour moi, le domaine des Gandines, c'est top 3 de l'appellation Viré-Clessé avec d'autres grands domaines, comme le domaine Guillemot Michel, par exemple. C'est tout en bio depuis quasiment 25 ans, je crois. C'est tenu par deux frangins qui sont de véritables orfèvres. La première cuvée, c'est le terroir de Clessé, que je vous présente année après année. Et Viré-Clessé étant l'une des appellations du Mâconnais avec le plus d'argile, ça donne des vins qui sont quand même souvent avec des matières assez volumineuses. Ça garde quand même de la fraîcheur, il y a aussi des calcaires dans cette partie-là, mais c'est vrai que c'est quand même des vins plutôt de gastronomie avec une certaine opulence. Oui, il y a de la tension et de la salinité, mais en termes de dégustation, vous retrouverez des notes d'acacia, fruits jaunes, de beurre toasté plus, ou même encore de brioche finement sortie du four. Ça a un côté blanc de la Côte de Beaune, en toute honnêteté, et c'est clairement pas une insulte, hein. Et si vous recherchez une expression peut-être un peu plus minérale, saline, crayeuse, eh bien, vous pouvez tenter leur Macron Péronne, qui est issu de très vieilles vignes du village de Péronne, qui est limitrophe de l'appellation Viré-Clessé. Et justement, du fait que là, on a un peu plus de cailloux, on retrouvera plus de tension et de minéralité dans cette cuvée que sur le Viré-Clessé. Et enfin, pour les amoureux du domaine, j'ai pris en très petite quantité le Climat, les Gandines. Et là encore, je vous laisse vous reporter à la fiche technique parce que j'en ai pris très peu de bouteilles. Allez, on part ensuite en Alsace au domaine de l'Envol où je vous présente leur 100% Pinot Noir. Domaine de l'Envol qui est une propriété tout en bio et qui avait aussi participé au concours Vignerons et Terroirs d'Avenir où ils avaient fini deuxième, je crois, derrière Ampélius peut-être. Super propriété qui propose des vins que j'ai toujours beaucoup aimé. Et notamment cette cuvée de Symbiose en Pinot Noir, millésime 2023. Je crois que c'est la 3e année que je vous le présente, parce que je trouve qu'en termes de rapport prix-plaisir pour un Pinot Noir, c'est franchement superbe. Par contre, ne vous attendez pas forcément au Pinot Noir à la bourguignonne, puisque là, ce qui va prédominer en termes d'arôme, ça va surtout être le côté orange amer, orange sanguine. Il y a aussi des notes de fruits rouges, notamment avec la cerise rouge acidulée, ainsi que des notes de végétal noble, mais voilà, je trouve qu'un peu, à l'instant T, le marqueur prédominant, c'est l'orange sanguine, l'orange amer. En bouche, c'est superbe de fraîcheur et avec beaucoup de droiture, avec un fruité abondant et une matière juteuse et finement structurée. Je me répète un peu, mais en bouche, on retrouvera évidemment ce côté orange amer, orange sanguine, ainsi que des petites notes de poivre rose que j'ai beaucoup appréciées. Quant à sa finale aérienne, juteuse et pleine de fruits, c'est une véritable petite gourmandise. Et je sais pas pourquoi je fais l'accent du sud alors qu'on est en Alsace. Bref, de souvenir, c'est vendu 16,95 et aujourd'hui pour un Pinot Noir d'auteur, ça reste franchement un rapport prix-plaisir, là encore superbement bien placé. Enfin, je vous parle très rapidement de leur crément brut nature avec 0 dosage. En gros, pour faire très court, superbe acidité, mais en même temps une matière avec un joli volume et une belle bulle volumineuse. Au nez, raisin blanc frais, pomme golden mûre, poire William, mirabelle, miel et même une petite pointe de pain d'épices. Et allez, tiens, quitte à être dans la bulle, on va partir ensuite en Champagne au domaine Couster-Bonnard, qui a été l'une de mes très jolies révélations champagne des derniers salons. Et chez moi, eh ben, c'est pas forcément un mince compliment, puisque dites-vous qu'en 6 ans de Vintage Boutique, c'est seulement la 2e fois que je vous présente un champagne. Je vous ai déjà présenté les champagnes de chez Maximulas, auquel j'ai déjà consacré un épisode de J'irai trinquer chez vous, qui est situé dans le massif de Saint-Thierry. Là, on est un peu plus à l'est, sur la pointe nord de la montagne de Reims qui reste l'un des vignobles les plus réputés de la Champagne. Cette cuvée s'appelle 3 cépages, avec 41% de Pinot Meunier, cépage noir, 22% de Pinot Noir, cépage noir, et 37% de chardonnay. Et pourtant, l'identité de chez Couster-Bonnard, c'est plutôt le chardonnay. Mais même en termes de dégustation, si le chardonnay n'est pas forcément prédominant par rapport au cépage noir, et ben ça garde un ADN très chardonnay, je trouve, avec beaucoup de fraîcheur. Le domaine Couster-Bonnard, c'est donc une petite propriété de seulement 3,5 hectares. Ils étaient avant en cave coopérative. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est encore vinifié par la cave coopérative de Nogent-l'Abbesse. Voilà, excusez-moi, hein, je connais pas encore toute la Champagne sur le bout des doigts. Et je crois que ça fait seulement 2 millésimes qui mettent en bouteille sous leur propre nom. Donc voilà, c'est vraiment une propriété très récente et je suis très fier de pouvoir vous les présenter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style des vins. Ainsi, sur cette cuvée, comme je vous disais, ça sera plutôt la légèreté qui prédominera, avec notamment des notes de levure boulangère, de petits champignons blancs frais, d'abricots finement sucreux ou même encore d'herbes fraîches. En bouche, c'est droit et salivant avec une minéralité bien présente et forcément le côté un peu crayeux qui est l'identité même du vignoble champenois, avec une matière finement subtile et charnue qui sera contrebalancée par une acidité
aérienne et d'une belle pureté cristalline. Bref, un véritable champagne de méditation qui a connu un vieillissement de 3 ans sur latte, qui est très finement dosé puisqu'on est seulement sur du 5 grammes par litre. Comme je vous dis, c'est seulement le deuxième champagne, la deuxième maison de champagne que je présente sur Vinstache la boutique, donc c'est que j'estime que c'est quand même assez sérieux. Enfin, j'ai pris seulement 12 bouteilles de leur cuvée Osmose millésimée 2020, ce qui est limite un petit exploit, sachant qu'ils n'en sortent que 512 bouteilles par millésime. C'est limité à une bouteille, et là encore, je vous laisse vous reporter à la fiche technique du site. Allez, on part ensuite dans le budget, et plus précisément dans l'appellation Cerdon, où je vous présente le Cerdon du domaine Renarda Fache. Je vous l'avais présenté l'année dernière sur le millésime 2023. Là, c'est la nouvelle mouture, et si je dis mouture, c'est parce qu'en fait, en 2024, ils ont connu énormément de gel, et ils n'avaient pas assez pour millésimer en 2024. Cette nouvelle mouture version, c'est en fait un assemblage du millésime 2023 et 2024. Je suis très content de vous représenter cette cuvée parce que ça avait cartonné, à ma grande surprise, l'année dernière. L'appellation Cerdon, c'est une appellation très peu connue aujourd'hui, on va pas se mentir. Pourtant, ça, qu'est-ce que c'est bon. Pour avoir beaucoup bu de Cerdon, ce que je leur reproche souvent, c'est que, comme c'est des vins qui sont principalement faits à partir de gamay, parfois je trouve qu'il y a le côté un peu trop sucreux au niveau de ces vins, un peu pâteau, un peu lourd. Or, là, le domaine Renarda Fache, c'est l'un des très rares domaines où on va avoir 70% de gamay, logique, mais 30% d'un cépage qui est le Poulsard, qui est donc un cépage jurassien. Et je trouve que le fait qu'il y ait l'apport de ces 30%, ça va justement un peu resserrer cette sucrosité et apporter le côté amer et acidité qui font que c'est un Cerdon d'un super équilibre. Au nez, putain, mais c'est un petit bonbon, avec notamment ces notes de tarte à la fraise plus, ainsi que de l'agrume, du poivre blanc, ou même encore de la framboise. D'ailleurs, en parlant de framboise, ça, avec les desserts au chocolat, mais ça cartonne. Au palais, ça a une matière tendre et légère avec une abondance de fruits, mais justement, on évite de tomber dans l'écueil de ces cerdons trop pâteux, un peu trop sur la sucrosité. Du fait de l'assemblage, ça a un super équilibre. En termes d'accords mets et vins, ça peut se tenter sur plein de choses. Typiquement, un pique-nique de printemps avec du jambon cru, du melon, les desserts aux fruits noirs, les opéras, les trucs comme ça. Ça va limite faire, vous savez, un côté un peu pims à la framboise. Personnellement, évidemment, j'adore. J'en ai pris seulement 60 bouteilles à la base. Il en reste déjà à peine une trentaine. Mais si jamais ça fonctionne bien, comme je suis relativement proche du domaine, je pense que je pourrais faire un réassort. Toujours dans les vins qui cartonneraient sur un pique-nique d'été, je suis très heureux de vous représenter le domaine de la Chauvinière avec le Muscadet Sèvres et Maine millésimé 2023, qui est vinifié par Jérémy Huchet, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des ténors du vignoble du Muscadet. Et le Muscadet, un peu comme tous les vignobles sous-cotés, c'est des vignobles que j'aime beaucoup défendre parce que je trouve que ça a été assez injustement critiqué. C'est des vins qui souvent s'expriment sur des superbes expressions iodées avec des petites notes un peu de foin, et c'est d'ailleurs totalement dans ce cadre-là que s'inscrit cette cuvée. Je vous l'avais déjà présenté en 2020, je crois, ou 2022. Et là, je vous le représente sur le millésime 2023 que j'ai goûté sur millésime bio et j'ai absolument adoré. Au nez, citron vert, agrumes fraîches, herbes sèches, côté un peu foin aussi, ainsi que bien évidemment ce côté iode marin. Au palais, Muscadet oblige, c'est vif, salin, avec une superbe acidité pleine de droiture et de tension, et en même temps, beaucoup de ce côté justement fruité, citron vert, agrumes. C'est élevé sur lit, donc ne vous étonnez pas s'il y a un côté un peu perlant, c'est quelque chose qui revient assez souvent au niveau des Muscadet Sèvres et Maine qui connaissent ce type d'élevage, mais je trouve que là encore, dans une consommation estivale, ça va apporter un petit peps qui, à titre personnel, me plaît beaucoup. C'est tout en bio, et là encore, niveau rapport prix-plaisir, c'est juste exceptionnel. Toujours sur les vins de chez Jérémy Huchet, j'avais pris quelques très rares bouteilles de sa grande cuvée Clisson, il n'y en a plus au moment où je parle, ou quasiment plus, et il y a sa cuvée 15 mai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport au Muscadet Sèvres et Maine que je vous ai présenté juste avant, là on est quand même beaucoup plus sur un côté rondeur, et c'est vrai qu'il y avait un côté beaucoup plus rond, flatteur, avec notamment des notes de banane plus qui étaient un peu plus présentes, donc voilà, il faut vous attendre toujours à cette salinité, cette tension, ce côté iodé, mais là on est déjà un peu plus sur la structure. Toujours en Loire, mais ce coup-ci on retourne dans l'Anjou Noir, dans la mythique appellation Savenière, avec les vins de chez Loïc Mahé, déjà qui a un très joli prénom, et que je vous avais déjà présenté, je crois que c'était pour la sélection Noël 2023. Savenière, c'est l'une des appellations reines du coin, avec Savenière, Roche-aux-Moines et le monopole de la coulée de Séran, et la réputation n'est plus à faire. Ça, c'est la cuvée, entre guillemets, d'introduction au Savenière de Loïc Mahé. J'ai pas envie de dire d'entrée de gamme, parce que vous allez voir,
la profondeur du truc. Et c'est situé donc sur des sols de sable et de schiste, d'où le nom, sable et schiste. Millésimé 2022, et alors au niveau du bouquet, mais c'est un véritable parfum. Je déconne à peine. Vraiment, on a l'impression de mettre le nez dans un parfum. Ça a même tellement de profondeur que vous m'excuserez, mais je vais être obligé de lire mes notes, vous allez comprendre. Un bouquet ultra parfumé et profond qui développera des notes de miel, de sapin ou d'acacia, je n'ai pas encore tranché, de rose, de pain d'épices, de blé mûr et avec une fine pointe mentholée. D'ailleurs, l'un des dégustateurs qui était avec moi me disait que ça lui rappelait les bonbons la Vosgienne et honnêtement, c'est vrai, il y a un peu de ça. Et avec un bouquet aussi parfumé, en bouche, on s'attend à quelque chose d'hyper volumineux. Pas du tout. C'est tout sur la droiture et la tension, avec vraiment une minéralité et un côté pierreux, pierre à fusil, ultra exacerbé. Je vous jure, ça peut presque paraître un peu déroutant, mais vous avez ces arômes vraiment, vous avez l'impression que vous allez voir, du bonbon la Vosgienne, de la rose, du pain d'épices, tout ça, et vous goûtez, et alors là, la bouche, ça file, mais tout droit. Minéral, pierreux, salivant, iode marin, voilà, c'est vraiment les marqueurs qui définissent ça. Normal, hein, on est sur un 100% chenin, mais voilà, je préfère quand même vous prévenir. À titre personnel, j'adore, je trouve que c'est une véritable expérience. En termes d'accord mets et vin, vous pouvez jouer sur tellement de choses, soit parce que vous avez ce nez parfumé, soit parce que vous avez cette bouche de droiture. Mais voilà, je préfère prévenir à l'avance, afin que vous sachiez où vous mettez les pieds. J'en avais pris 72 bouteilles, il en reste à peine une petite quarantaine. J'ai aussi pris 3 de ces grandes cuvées, Équilibre, Fougeray et Amphorae. Il en reste là encore des quantités vraiment très minimes, donc si vous voulez vous faire plaisir sur des grands savonnières de dégustation, je vous laisse vous reporter là encore aux fiches techniques du site. Enfin, je vais devoir un peu passer en coup de vent sur 2 derniers domaines parce que j'ai quasiment plus de stock sur ces 2 domaines. Le premier, c'est le château Antonitch qui est dans le Médoc. C'est tout mené en bio, des vins avec vraiment de la rondeur, de la structure, de la droiture. Des vins de garde, évidemment, je vous propose leur grand vin en 19 et en 20. Ça, si vous l'achetez, vous me laissez dormir des années et des années. Et pour ceux qui veulent un vin un peu plus accessible, qui donnera bien le tempo du domaine, il y a le second vin de la propriété, qui est les Aigles d'Antonitch 2022, et qui délivrera justement des jolies notes de fruits noirs avec du velours. Et l'autre propriété, c'est le Mas Magnan, qui est une propriété de seulement 10 hectares, qui est située pas loin du Pic Saint-Loup, mais qui produit des vins principalement en IGP Pays d'Hérault. Ça avait été une énorme révélation l'année dernière sur Wine Paris, mais ils avaient plus de vin. Je suis retourné y regoûter cette année sur Wine Paris, j'ai encore adoré, et heureusement j'ai pu avoir un peu de vin. Et ce qui définit le domaine, c'est que c'est des vins qui sont vraiment faits avec très peu d'extraction. Là, à l'heure où je parle, il me reste 2 cuvées. La cuvée Mars, qui est donc un 100% grenache, et qui a vraiment 12 degrés d'alcool, et c'est le sirop de grenadine au retour de l'école. C'est des vins qui sont tous sur la légèreté, tous sur le fruit, un vrai truc au niveau de la matière et des équilibres, je ne saurais pas vous le décrire, mais j'ai vraiment adoré. Et c'est des super vins d'été. J'avais aussi pris 60 bouteilles de leur rosé, il m'en reste à peine une vingtaine de bouteilles. Déjà, en termes de couleur, c'est un vin qui a une robe très blanche, hein, ne vous étonnez pas si vous avez commandé. Et je n'ai jamais goûté un rosé de toute ma vie qui avait autant une expression exacerbée de la salinité. Je vous parle très souvent de la salinité dans le vin, le côté iodé, etc. Là, c'est pas l'iode marin, c'est vraiment le marais salon.